Les propriétés des matériaux dépendent de leur composition, de leur mise en forme et de leur microstructure. Cette dernière est évidemment dépendante de la composition et de la mise en forme. Le métallurgiste se retrouve donc en face d'un problème complexe. Comment va-t-il faire pour créer un alliage possédant les bonnes propriétés, c'est-à-dire celles requises par l'environnement auquel sera confrontée la pièce mécanique finalement construite avec ce même alliage, qui n'existe donc pas encore? Le problème se complique relativement rapidement, car toutes les variables semblent être liées entre elles. Et comme je l'ai déjà dit, la microstructure aura une grande influence sur les propriétés finales de la pièce. Par exemple, la diminution de la taille de grain augmentera la résistance mécanique, car les joints de grain bloquent les dislocations. De même, RM sera impacté par la présence ou non de certaines phases qui pourraient avoir une meilleure ou une moins bonne résistance. Avant d'essayer de résoudre ce problème complexe, je vais d'abord vous expliquer comment on peut relier la microstructure d'un matériau à sa composition et à la manière dont on l'a mis en forme, en particulier au changement de température qu'il a subi. Et surtout, comment ces règles déterminent le diagramme de phase d'un alliage. Pour décrire la microstructure, il faut l'observer au microscope. Si le matériau n'est pas monocristallin, on pourra donc observer des grains, au sein desquels la structure cristalline est conservée. La taille de grain aura une influence sur les propriétés mécaniques. Ensuite, il faut identifier les différentes phases présentes. Mais qu'est-ce qu'une phase? Définition. Une phase est une partie du système, donc du matériau, dont la composition et les propriétés physiques sont homogènes, et donc différentes des autres phases voisines. Ici, vous reconnaissez bien sûr la ferrite et la perlite d'un acier au carbone. Maintenant que nous savons caractériser une microstructure, revenons à notre problème insoluble d'optimisation des propriétés d'un alliage. Pour commencer, on va voir comment prévoir la microstructure en tenant compte de la composition et de la température qui peut être atteinte durant la mise en forme. La thermodynamique permet de déterminer là où les phases présentes. C'est une approche énergétique. Définissons donc une variable nous permettant de décrire la plupart des cas rencontrés en métallurgie. G est l'énergie de Gibbs. Elle permet de décrire la stabilité ou l'équilibre d'un système. Le système, en fait le matériau, cherche toujours à minimiser son énergie. Il se transformera si et seulement si sa configuration d'arrivée est moins énergétique que sa configuration au départ. G2 moins G1 inférieur à 0. G est défini en supposant que la pression et la température restent constantes. Le système est paresseux. Il aime bien être tranquille et ne pas être trop excité par l'environnement. G peut donc être représenté par une courbe qui varie en fonction de différentes configurations possibles. Pour une température et une pression donnée, le minimum, où la dérivée de G est nulle, se trouve ici. Le système reste donc tranquillement dans cette configuration. Si on change la température, la courbe de G va se déformer. Le matériau s'adapte et sa configuration se déplace un peu vers la droite. Si la température varie encore, on pourra même évoluer vers un système métastable où le matériau est piégé dans une configuration qui n'est qu'un minimum local. Idéalement, il aimerait encore se déplacer vers la droite, mais cela ne sera possible que si on lui fournit un peu d'énergie pour dépasser le maximum qui se trouve entre ces deux minima. Le système profite de la vie et évite les efforts inutiles. Mais quel est le lien entre G et les différentes configurations que peut prendre le système? Comment les atomes s'organisent-ils? Quelles structures cristallographiques vont-ils adopter? G peut s'écrire comme H moins T fois S, avec H qui est l'enthalpie, T la température et S l'entropie. H peut encore se décomposer en E, l'énergie interne, et le produit P fois V, pression fois volume. Le volume V dépend beaucoup de l'état de la matière et des forces de liaison entre les atomes. À l'état solide, les forces sont grandes. Des atomes d'azote forment une structure solide hexagonale compacte en dessous de moins 210 degrés Celsius. Si on dépasse cette limite, les liaisons s'affaiblissent et l'azote se liquéfie. La distance entre atomes augmente légèrement. Et si on chauffe au-dessus de moins 196 degrés, l'azote se vaporise. À l'état solide, 1000 moles d'azote occupaient un volume d'environ 0,02 litres. Maintenant, sous forme de gaz, ces 1000 moles occupent plus de 10 000 litres. Le volume a donc augmenté de manière hyper exponentielle. Le produit pression fois volume est donc très petit par rapport à E, l'énergie interne, sauf pour les gaz. En métallurgie, on pourra donc le négliger, car sous forme liquide ou solide, P fois V est toujours négligeable par rapport à E. Finalement, l'expression de G a bien changé. De manière très caricaturale, E peut être assimilé à l'énergie contenue dans les liaisons atomiques. Dans un métal pur, E peut être augmenté soit par déformation, par exemple en appliquant une contrainte mécanique et en allongeant les liaisons, soit en chauffant.
Dans ce cas, les atomes et les liaisons atomiques vibrent, ce qui permet à la matière d'emmagasiner de l'énergie thermique. Pour simplifier, on peut supposer que dans la suite de notre aventure, l'impact de la chaleur sur l'énergie interne est bien plus important que celle d'une contrainte mécanique. Cela se justifie car les solides ne seront pas déformés et que la pression sera supposée égale à 1 atmosphère. Donc aucun effort mécanique ne pourra être transmis au liquide. Et l'enthalpie H se résumera donc à E, qui dépendra uniquement des échanges de chaleur avec l'extérieur, dans le cas de matériaux purs. L'enthalpie, ou plus précisément l'énergie interne E qui nous intéresse ici, est une quantité difficile à comprendre au premier abord. Heureusement, la thermodynamique définit la capacité calorifique Cp, à pression constante, comme la dérivée par rapport à la température de H. Et Cp peut se mesurer, car c'est la quantité de chaleur en joules qu'il faut pour faire augmenter la température de 1 Kelvin d'une quantité donnée, par exemple 1 kg de matière. À 0 degré Kelvin, Cp est nul, puis elle augmente toujours et reste donc positive pour toute température. C'est logique, à chaque fois qu'on fournit de la chaleur à quelque chose, sa température augmente. Ce qui est moins intuitif, c'est le modèle de physique du solide utilisé par Debye qui permet de montrer que Cp plafonne avec la température jusqu'à 3 fois la constante des gaz parfaits. On peut donc facilement tracer Cp en fonction de la température, puis H, car Cp en est la pente, et que H égale 0 a été défini pour une température de 25 degrés, certainement équivalente à la température nécessaire pour boire une bière en terrasse, ou 298 Kelvin. Donc H commence négativement, puis se reprend avec une pente toujours positive qui croît, puis finalement se stabilise. Le deuxième terme dans la définition de G vaut moins Ts, avec S qui est l'entropie. L'entropie est une quantité bien connue des ingénieurs, c'est une mesure du désordre. L'entropie est toujours positive et augmente avec la température. Ce comportement est confirmé par la thermodynamique qui permet de calculer la pente de S, qui vaut en fait Cp sur T. En soustrayant Ts à H, on trouve G en fonction de T. Cette courbe donne donc l'énergie de G en fonction de la température pour une phase donnée, et ici pour un système à un seul composant. Dans ce cas précis, il n'y a évidemment pas de changement de phase possible. Supposons maintenant qu'on connaisse les courbes G en fonction de la température pour un système à un composant en phase solide et le même système en phase liquide. Pour dessiner la courbe G liquide, il faut savoir que pour toutes les températures, l'enthalpie du liquide est plus grande que celle du solide, de même que son entropie. Cela montre qu'on peut créer plus de désordre dans un liquide que dans un solide, où les atomes sont liés. La capacité calorifique est à peu près la même pour le liquide et pour le solide. Donc les pentes de l'enthalpie du liquide et de l'enthalpie du solide sont égales. Lorsqu'on dessine la courbe de Gibbs du liquide, on s'aperçoit qu'elle va croiser celle du solide pour une température donnée, car le terme moins T fois S sera plus grand pour le liquide. À partir de là, si on continue à chauffer, le système va rester dans l'état liquide, car cela lui permet de minimiser son énergie. Cette température est donc la température de fusion, TF. On note ici qu'elle vaut environ 25 degrés ou 298 Kelvin. Ce qui confirme bien qu'on n'est pas en présence de bière. L'introduction d'atomes étrangers dans un système contenant pour le moment que des atomes blancs va avoir un impact sur l'énergie libre E et sur l'entropie du système complet. Voici 20 atomes blancs auxquels on rajoute 10 atomes rouges pour créer une mole d'alliage rose. Supposons qu'on ait au total une mole d'alliage, donc 30 atomes par mole. C'est un peu en dessous de la réalité, mais ça réduit le temps que je mets pour dessiner les atomes. Appelons X, B pour blanc et XR pour rouge les fractions molaires d'atomes blancs et rouges. G va dépendre du nombre d'atomes. C'est une variable extensive, donnée en joules par mole. On peut donc écrire aussi petit gB et petit gR, qui seront les énergies molaires de Gibbs pour les atomes blancs et les atomes rouges. L'énergie du système complet peut donc maintenant être écrite en deux étapes. 1. La somme des énergies de tous les atomes ou moles présents. 2. L'énergie créée ou absorbée par le mélange des atomes blancs et rouges, qu'on va appeler delta G mix. Si on trace G total en fonction de la fraction molaire d'atomes rouges, X rouge, on aura donc une droite. Par exemple avec une pente positive si G blanc est inférieur à G rouge. C'est ce qu'on va appeler G1, la première partie de l'énergie de la phase rose.
La deuxième contribution vient du fait que les atomes blancs et rouges vont interagir entre eux. C'est delta G mix. Et étonnamment, cela va valoir delta H mix moins T fois delta S mix. Prenons un exemple de solution chimique pour lequel delta H mix est égal à 0. C'est ce que l'on appelle une solution idéale, qui ne change pas de température lorsqu'on mélange les deux composants. Dans ce cas, le mélange va seulement permettre d'augmenter l'entropie du système. Voici un système à 9 atomes blancs, 9 places, 9 atomes, donc une seule configuration possible. Si je peins un atome en rouge, il y a directement 9 configurations possibles. On sent bien que l'entropie va dépendre du nombre de configurations. En fait, dans ce cas, S, l'entropie vaut K, la constante de Boltzmann, fois le logarithme du nombre de configurations oméga. Et le nombre de configurations est donné par l'analyse combinatoire, que je ne suis pas payé pour vous enseigner, donc je vous laisse ici simplement la formule. Donc delta S mix est égal à l'état après moins l'état avant. Donc on parle de l'état après, donc d'un mélange avec 8 atomes blancs et un atome rouge, et avant on n'avait que 9 atomes blancs. Et ça va être égal à moins R, la constante des gaz parfaits, fois XR, ln de XR, plus XB, ln de XB. Et puis on voit qu'on a là un très joli brelan de constante. Donc on peut remplacer R par K, la constante de Boltzmann, fois Na. Ça nous permet de passer du nombre d'atomes au nombre de moles. Et puis maintenant, si on veut étudier cette fonction delta S mix, on peut poser simplement XR égale 1. Dans ce cas-là, XB sera égal à 0, on a seulement une mole. Et delta S mix sera égal à moins R fois 1 fois 0 plus 0, donc 0. Et puis, delta S mix sera toujours positif, car on a le premier terme, moins R, qui est évidemment négatif, et puis après, on a les logarithmes, qui sont des logarithmes de valeur inférieure à 1, donc qui sont négatifs. Donc à cause de ça, on aura delta S mix toujours supérieur à 0. En ouvrant un livre de thermodynamique, on trouve une autre solution typique qui permet maintenant de calculer delta H mix. Il s'agit de la solution régulière, pour laquelle delta H mix n'est pas nul, mais est facile à calculer. Donc supposons que ce paramètre varie uniquement en fonction des liaisons atomiques entre les premiers voisins. Voilà 9 atomes, 5 blancs et 4 rouges. Donc 3 types de liaisons différentes. RR, rouge-rouge, BR, blanc-rouge et blanc-blanc. Et 3 énergies différentes qu'on appellera epsilon, RR, etc. L'enthalpie totale du mélange, delta H mix, vaut donc ces énergies multipliées par le nombre de liaisons de chaque type, qu'on va appeler P, rouge-rouge, P, blanc-blanc, etc. Là encore, il faut écrire le nombre de liaisons en fonction du nombre de moles, et non du nombre d'atomes, ce qui oblige de connaître Na et le nombre Z de liaisons par atome. Ainsi, delta H mix serait égal au nombre d'Avogadro fois Z fois epsilon, fois les fractions molaires XB et XR. Notez encore qu'on a écrit l'énergie moyenne epsilon qui correspond à la différence entre l'énergie des liaisons dans l'alliage, blanc-rouge, et des liaisons pures. C'est le signe de epsilon qui permet de savoir si l'histoire finit comme une aventure romantique au bord de la plage, au bord de la mer, ou comme une tragédie grecque. Si epsilon est inférieur à 0, les atomes rouges et blancs s'aiment. Ils créent des liaisons stables, plus stables que quand ils vivaient dans leur famille entourés de leurs parents, et d'atomes de la même couleur qu'eux. Si epsilon est positif, c'est l'inverse. Les couples rouge-blanc ne vont pas se former, ils ne verront pas la vie en rose ensemble. Ils vont finir vieille fille ou vieux garçon en habitant chez leurs parents. En résumé, delta H mix peut être positif ou négatif, contrairement à delta S mix, qui était toujours positif. Finalement, pour une solution idéale, delta G mix dépend de l'entropie, qui favorise toujours la diversité, car moins T fois delta G mix est négatif, et de l'enthalpie, qui peut avoir un effet positif ou négatif. Comme ces deux-là sont proportionnels aux fractions molaires XB et XR, et que XB plus XR sont égales à 1, l'impact est toujours plus grand si la composition s'approche de 0,5 molaire. En n'oubliant pas que l'entropie a plus d'effet quand la température augmente, on peut identifier 4 situations. À température basse, et si les atomes de blanc et rouge s'entendent bien, on va avoir toutes les courbes qui sont vers le bas. Donc finalement, delta G mix sera négatif avec un seul minimum.
Si on augmente la température mais que les atomes s'entendent toujours très bien, eh bien là on aura simplement l'effet de delta S qui sera plus grand parce qu'il est multiplié par T qui est plus grand qu'avant. Donc on aura une courbe qui sera encore plus courbée avec un minimum plus bas que dans le cas précédent. Les deux autres cas, c'est quand les atomes ne s'entendent pas. Alors le premier, à basse température, ben là l'impact de delta H qui va être positif va être important. Il va être plus grand que l'impact de delta S et vous allez voir apparaître deux minimums. Parce que, en fait, la courbure de H va compenser la courbure de S, en particulier au milieu de la courbe. Et puis le dernier cas, c'est quand les atomes ne s'entendent pas et que la température est haute. Mais dans ce cas-là, ça va faire quelque chose d'un petit peu moins particulier qu'avant. On va juste avoir la courbe delta G qui sera moins basse que si les atomes s'étaient entendus. Dans ce cas-là, c'est l'entropie qui dirige le mélange. Et donc, il va y avoir un mélange même si les atomes n'ont pas envie de le faire. Pour finir, il ne faut pas oublier que le delta G mix se rajoute à la somme des énergies molaires des deux espèces, les atomes blancs et les atomes rouges, en proportion de leurs fractions molaires respectives, et qu'on avait appelé cette contribution G1. C'était une contribution linéaire qui penchait du côté de l'élément le plus stable. Il y aura donc maintenant une courbe de ce type, donc une courbe G, pour chaque phase qui peut exister lorsqu'on mélange des composants. Par exemple, pour le fer et le carbone, il y aura une courbe pour la cémentite, Fe3C, une pour le fer, une pour le graphite, etc., etc. Et toutes ces courbes vont se déplacer et se déformer en fonction des paramètres extérieurs, tels que la température. Il reste maintenant à montrer comment l'alliage va à chaque fois, pour chaque set de paramètres, minimiser son énergie totale et créer la microstructure idéale, c'est-à-dire celle dans laquelle son énergie est minimale. Mais ce sera pour la prochaine fois.